Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors, ce soir débute pour la troisième année consécutive le rendez-vous des doctorants. Cette année, elle se fera sous le label Science avec et pour la société. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le rendez-vous des doctorants? Le rendez-vous des doctorants, c'est des petites interventions, on va dire des systèmes de petites conférences faites par les doctorants de l'Université de Corse afin de présenter de manière, on va dire, succincte, vulgariser leurs travaux de thèse. Et c'est là, on va dire, un peu la difficulté de cet exercice, parce qu'il faut être à la fois clair, concis, on va dire, que ce soit pour des spécialistes, mais aussi pour des néophytes du sujet. Et parce que cet exercice est plutôt difficile, pour commencer cette année, on a donc fait appel à Eléa Criol, doctorante en troisième année de thèse en hydrogéologie à l'Université de Corse, au laboratoire Sciences pour l'environnement, et la Créole qui intervient pour le rendez-vous doctorat pour la troisième fois. Donc on a préféré débuter avec, on va dire, une habituée du format. Et du coup, je vais laisser la parole à Eléa Créole. Merci. Alors, donc bonsoir à tous. Je suis très heureuse de participer au rendez-vous des doctorants pour la troisième année. Donc aujourd'hui, je vous propose une conférence sur une partie de mes travaux de thèse qui porte sur les legs polluants des eaux souterraines vers les lagunes en prenant le cas d'hydrosystèmes corse et italien. Donc tout d'abord, les eaux souterraines constituent près de 99% de toutes les réserves d'eau douce sur Terre. À l'échelle mondiale, elles fournissent la moitié de la quantité d'eau prélevée pour les domestiques, y compris l'eau potable, et environ 25% de l'eau qui est prélevée pour l'irrigation. Elles présentent de nombreux avantages donc, par rapport à l'eau de surface notamment. Elles sont donc très largement utilisées pour de nombreux usages, donc en agriculture, en eau potable, pour les industries, pour la mise en bouteille, etc. Mais à cause de sa nature invisible, de l'éducation et des traditions de longue date, cette précieuse ressource est souvent mal comprise, trop peu étudiée, mal gérée et donc souvent surexploitée. Donc c'est pourquoi il est important de comprendre le rôle des eaux souterraines afin de les protéger et d'optimiser leur utilisation. Alors à présent, je vais vous parler du rôle des eaux souterraines dans les hydrosystèmes côtiers. Donc tout d'abord, les hydrosystèmes côtiers peuvent être de plusieurs types, tels que les estuaires, les mangroves ou encore les lagunes. Donc ce sont des environnements dits de transition qui se situent à l'interface entre l'influence terrestre et l'influence marine. Donc par cette double influence, ils sont remarquables et essentiels, mais aussi très fragiles et très vulnérables. Souvent, ils se trouvent à l'exutoire des bassins versants. Donc la plupart du temps, ce sont des écosystèmes tributaires des eaux souterraines, donc c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un accès aux eaux souterraines de manière permanente ou intermittente pour satisfaire leurs besoins et pour maintenir leur communauté de plantes et d'animaux. Donc l'importance des eaux souterraines est exacerbée dans les régions côtières sous climat méditerranéen aride ou semi-aride qui souffrent de stress hydrique lorsque les eaux de surface sont temporairement indisponibles. Donc, par exemple, les eaux souterraines sont indispensables pour l'approvisionnement en eau à des fins de consommation et d'irrigation. De nombreux hydroécosystèmes sont tributaires des eaux souterraines et elles jouent un rôle principal dans la phase d'inondation des mares temporaires et elles alimentent également les tourbières. Donc, dans ces régions, le manque d'eau de surface est souvent combiné à de très fortes pressions anthropiques, donc telles que la croissance démographique et le développement des activités humaines comme l'urbanisation, l'agriculture, le tourisme et les activités industrielles. Donc, cela peut conduire à la surexploitation des aquifères, aux intrusions salines et à l'infiltration de polluants dans les aquifères. Donc, parmi les hydrosystèmes côtiers, comme je le disais, on a les lagunes. Et les lagunes côtières sont largement répandues à l'échelle mondiale puisqu'elles occupent environ 13% du littoral allant des milieux arides aux milieux humides. Et la densité de lagunes est particulièrement forte en région méditerranéenne, avec plus de 600 lagunes qui sont recensées. Donc ces lagunes sont très vulnérables et soumises à de nombreuses pressions anthropiques, telles que l'intensification de l'agriculture et de l'élevage en plaine, la forte attractivité des littoraux, puisque 60% de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes, la forte attractivité touristique saisonnière, particulièrement l'été, et les effets du changement climatique. Donc, les lagunes côtières ont la particularité de fournir de nombreux biens et services dont la société humaine tire profit. Donc, elles sont importantes pour de nombreux processus biogéochimiques, elles sont connues pour leur haute productivité et ce sont des habitats vitaux. Cependant, les lagunes font partie des écosystèmes qui sont les plus menacés au monde par la destruction des habitats, la surexploitation, les pollutions, les prélèvements d'eau et les espèces invasives.
Donc la Corse se présente ainsi comme un territoire représentatif de la Méditerranée, avec plus de 75 zones humides qui sont situées sur 1000 km de côte et environ 80% de la population qui vit sur les côtes. Pour l'Italie, 147 lagunes côtières sont recensées en tant que site Natura 2000 et 94% de la population italienne vit à moins de 50 km des côtes. Donc je vais à présent vous parler des sites d'études que je vais évoquer au cours de cette présentation. Donc, le premier site d'étude, c'est la lagune de Bigoulia, qui se situe en Haute-Corse, au sud de la ville de Bastia. Donc, il s'agit de la plus grande zone humide de l'île. Elle a été identifiée comme étant tributaire des eaux souterraines. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte piézométrique, avec les flèches qui indiquent le sens d'écoulement des eaux souterraines, donc on voit qu'elles vont directement dans la lagune. Donc, comme je le disais, c'est une lagune qui se trouve à proximité de la ville de Bastia. Elle présente un fort intérêt environnemental avec de nombreux statuts de protection. Et la lagune se trouve sur un bassin versant qui est très anthropisé et à proximité d'une vaste plaine agricole. Donc l'aquifère qui se trouve sur la plaine de la Marane a été exploité pour l'alimentation en eau potable de la ville de Bastia et des communes qui sont alentours. On note également une légère intrusion saline par moment. En termes de géologie, donc il s'agit d'une plaine sédimentaire alluviale et en amont de la plaine, on a des contreforts schisteux. Le deuxième site d'étude, c'est la lagune de Lecesine qui se situe au sud de l'Italie, dans la région des Pouilles. Donc, il s'agit d'un des écosystèmes tributaires des eaux souterraines les plus connus d'Italie. Donc, en fait, ce sont deux lagunes qui sont interconnectées. Le site présente également un fort intérêt environnemental. Donc, à proximité, on ne note pas de larges zones urbanisées, mais il y a une vaste plaine agricole où on a principalement la monoculture de l'olivier. Donc, ces oliviers sont également impactés par une bactérie qui s'appelle la Xylella fastidiosa. Et c'est une bactérie qui décime en fait les oliviers depuis plus d'une décennie maintenant. Donc, sur ce site, il y a un aquifère profond qui est affecté par les intrusions salines et la géologie est principalement de type calcaire. Donc, sur Bigou, il y a d'importantes concentrations en nitrates, en contaminants émergents et en pesticides ont déjà été observées par des études précédemment menées sur le site, mais leur origine précise reste encore à être déterminée. Concernant les chésines, le site a assez peu été étudié, donc il s'agissait de comprendre son fonctionnement hydrogéologique, de tracer et d'identifier les sources potentielles de pollution anthropiques, donc comme les nitrates, les polluants émergents ou encore les pesticides. Donc, afin d'identifier précisément les sources de pollution dans les masses d'eau des deux sites, une approche transposable à l'échelle méditerranéenne, combinant des investigations hydrogéologiques et une enquête socio-hydrogéologique, a été mise en place. Donc, la méthodologie repose sur la socio-hydrogéologie, qui se définit comme étant un indicateur des relations entre la population et les eaux souterraines. Donc, ça vise à inclure la dimension sociale dans les investigations hydrogéologiques classiques. Donc, ça repose sur le développement d'un questionnaire semi-structuré, principalement autour de 4 axes. Le premier axe concerne les usages passés et présents de la ressource en eau. Ensuite, on a l'évolution de l'occupation des sols depuis les années 1950, la perception de la population sur les eaux souterraines et la lagune, et la perception des impacts anthropiques. Concernant la lagune de Bigoulia, donc la campagne de terrain a été menée au printemps 2021. 26 usagers de l'eau et 16 gestionnaires locaux ont accepté de répondre au questionnaire, donc par des entretiens face à face ou alors via un lien Google Form sur Internet. Des analyses chimiques, géochimiques et isotopiques ont été faites sur tous les échantillons. 21 points ont été prélevés pour l'analyse des pesticides et sur un screening de 240 molécules et métabolites, 11 ont été identifiés dans les différentes masses d'eau du site. Concernant la lagune de Lecesine, la campagne de terrain a été menée en octobre 2022. Donc la diffusion du questionnaire en Italie n'a pas été possible parce qu'en fait, il y a très peu de personnes sur le site, comme c'est une réserve naturelle, l'accès est limité. On a mené des analyses chimiques, géochimiques et isotopiques sur tous les échantillons. 17 points ont été prélevés pour l'analyse des polluants émergents, incluant les pesticides et les pharmaceutiques. Sur un screening de 240 pesticides et métabolites, 8 ont été identifiés dans les eaux souterraines et la lagune. Et ensuite, sur un screening de 109 molécules, 15 ont été identifiées, dont 8 pharmaceutiques.
Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les résultats concernant le site de Bigoulia. Donc, une pollution d'origine agricole a été mise en évidence par l'identification des pesticides. Des molécules telles que le benzotriazole et les composés perfluorés indiquent une pollution domestique par les eaux usées, parce qu'en fait, ce sont des molécules qui sont difficilement éliminées par les stations d'épuration ou alors qui sont formées dans ces stations à partir de composés précurseurs. Ensuite, la présence de pesticides interdits depuis une vingtaine d'années, comme le fénuron ou la simazine, donc sont des pesticides qui ont été utilisés dans de larges quantités pendant longtemps, en fait. Donc, ça démontre la capacité d'archivage des eaux souterraines. Donc, sur ce site, on a une double pollution, à la fois agricole et domestique. La pollution agricole est principalement localisée au nord de la plaine, au niveau des zones maraîchères. Et la pollution domestique se trouve au niveau des zones urbanisées, des stations d'épuration et des drains artificiels qui se trouvent tout autour de la lagune. Donc, ces résultats sont en accord avec les résultats des études précédentes. L'étude sur les polluants émergents avait démontré une pollution anthropique due aux eaux usées non traitées. Et l'étude sur les nitrates avait démontré une pollution à double origine, les nitrates provenant du sol et les nitrates provenant des eaux usées. Donc, on a différentes sources de pollution anthropique qui sont issues d'usages passés et présents. Donc, les investigations hydrogéologiques combinées au questionnaire et à l'enquête de terrain ont permis d'identifier une pollution agricole comme étant très locale à l'échelle de la parcelle, une pollution aux nitrates et aux polluants émergents dans les eaux dites récentes, donc infiltrées récemment, provenant des défauts d'assainissement et ou défauts septiques. Et l'occupation des sols dans les années 1950-1970 confirme les lacs de pollution historiques et la capacité d'archivage des eaux souterraines. Concernant les résultats préliminaires de l'étude sur le site italien, donc les analyses ont mis en évidence une double pollution comme à Bigoulia. Donc on a des molécules comme les benzotriazoles ou les plastifiants de type bisphénol A qui indiquent une pollution domestique par le rejet d'eau usée dans l'environnement et ou par les faux septiques qui sont non conformes. La présence de composés rapidement dégradables dans l'environnement tels que la caféine, la cotinine qui est un dérivé de la nicotine ou encore les sucres de synthèse sont associés à des molécules pharmaceutiques. Alors principalement pour ce site, on avait des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le diclofénac qui est contenu dans le Flector ou Voltaren par exemple. Donc ça indique en fait une infiltration rapide et en continu des eaux usées vers les eaux souterraines. On a également mis en évidence une pollution d'origine agricole avec les pesticides. Donc, on a retrouvé des pesticides interdits depuis 20 à 30 ans. Ça démontre une fois de plus la capacité d'archivage des eaux souterraines. Et on a également évidencé une pollution au nitrate qui proviendrait du sol, mais aussi des eaux usées. Donc, concernant l'origine supposée des pollutions domestiques, alors les pollutions identifiées se trouvent uniquement au niveau des zones qui présentent une activité humaine supposée régulière. Donc, par exemple, ça va être au niveau du centre de visite et des parcelles qui sont toujours exploitées. On note également l'impact d'un club de golf qui se trouve en amont de la lagune et qui produit certainement un rejet ou une fuite d'eau usée en continu parce qu'on y retrouve des molécules rapidement dégradables comme la caféine et également des pharmaceutiques. Donc ces apports d'eau usée impactent aussi la lagune puisqu'elle dépend des eaux souterraines et puisqu'on y retrouve aussi des pharmaceutiques. L'origine supposée de la pollution agricole. Donc, on a une pollution agricole qui serait également très locale, identifiée au niveau des parcelles anciennement et toujours cultivées. Donc, les molécules les plus souvent identifiées sont l'atrazine et la simazine, qui sont interdites depuis 20 ans et qui sont des molécules le plus souvent retrouvées dans les eaux souterraines. Et donc, en fait, ça montre la capacité d'archivage des pollutions par les eaux souterraines. On note également un point précis, la forte utilisation d'un pesticide qui s'appelle l'imidaclopride et qui serait certainement lié en fait à une tentative de lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa pour sauver les oliviers. Donc la pollution de la lagune, on note une pollution aussi de la lagune par les eaux souterraines avec l'identification d'une molécule interdite depuis une trentaine d'années. Donc cette intercomparaison a permis de transposer la méthode et a montré que l'approche est bien adaptée aux écosystèmes tributaires des eaux souterraines dans l'environnement méditerranéen, peu importe le contexte géologique et le degré de dépendance aux eaux souterraines.
L'utilisation des polluants émergents et leur analyse sous forme de screening, ça s'est avéré être un bon indicateur des pressions qui menacent les écosystèmes tributaires des eaux souterraines. Et l'approche socio-hydrogéologique présente cependant des limites, notamment au niveau de la diffusion du questionnaire, qui, comme je le disais, a été restreinte en Italie, car la lagune se trouve dans une réserve naturelle avec peu de personnes en fait à proximité. Donc, dans les deux cas, l'approche montre le besoin de connaissances partagées sur le fonctionnement de l'hydrosystème entre les chercheurs, les utilisateurs de la ressource et les gestionnaires locaux. Donc, tout ça dans le but de réduire les pressions issues des activités humaines sur la ressource en eau et de protéger durablement les écosystèmes qui en dépendent. Donc pour conclure, les investigations hydrogéologiques combinées à l'approche socio-hydrogéologique ont permis d'identifier des sources de pollution précises en relation avec les usages de l'eau et l'évolution de l'occupation des sols dans le temps sur les deux sites qui sont très différents. Cette approche innovante utilise plusieurs polluants qu'on appelle donc des traceurs, avec différents temps de résidence dans les eaux souterraines qui peuvent être considérés comme des marqueurs de l'anthropisation des côtes méditerranéennes. Donc, cette capacité d'archivage des pollutions par les eaux souterraines est une difficulté supplémentaire dans la gestion des masses d'eau, qui la plupart du temps se retrouvent être sous-estimées et pas toujours prises en compte par les gestionnaires de l'eau et les écologues. Donc, les travaux menés dans le cadre de cette thèse montrent que les enquêtes de terrain par les enquêtes de terrain l'importance du dialogue avec la population locale afin de mieux comprendre les problématiques qui sont liées à la qualité de l'eau dans le but de mieux protéger les eaux souterraines et les masses d'eau qui sont associées. Ma présentation est terminée. Je vous remercie pour votre attention et j'aimerais juste remercier Marie-Françoise et toute son équipe, donc Marie-Pierre, Pierre-François et Marc-Antoine pour avoir organisé cette conférence ce soir. Je remercie également l'ABU pour nous avoir prêté la salle et le réseau Canopé, donc à travers Marc-Antoine pour toute la logistique. Et je vous remercie toutes les personnes qui ont assisté en visio ou en physique à cette conférence. Alors maintenant, nous allons compléter du coup cette très bonne intervention avec un jeu de questions-réponses, on va dire. On va faire tourner le micro dans la salle car il n'y en a pas, mais s'il y a des questions, évidemment. Peut-être pour débuter, j'aurais une question très simple. Tu as montré dans ton intervention l'archivage des eaux, avec notamment des pesticides interdits depuis 20-30 ans. Tu as même parlé de traces, on va dire, de l'activité agricole des années 50-70. Donc, jusqu'à combien de temps peut remonter cet archivage des eaux souterraines, que ce soit à Bigouille et le cas extrême, si ce n'est pas Bigouille? Alors, l'archivage des pollutions, il va dépendre de deux choses. Premièrement, il va dépendre de la molécule à laquelle on s'intéresse. Donc, on va s'intéresser au temps de résidence dans le sol et dans l'eau. Donc, selon la molécule qu'on étudie, ça n'aura pas le même temps de résidence. Par exemple, la caféine, ça va être un temps de résidence de 3 jours dans l'eau, alors qu'un pesticide, comme on l'a vu, ça peut rester 20-30 ans, même plus. Et le deuxième facteur à prendre en compte, c'est grossièrement l'âge de l'eau, qui est différente en fait selon les sites. Donc on sait que par exemple à Bigouille, il y a que l'âge de l'eau, c'est entre 50 et 70 ans. Pour les chasines, l'âge de l'eau est en train d'être analysé. En fait, ça s'analyse à partir des autos du tritium, en fait. Donc, on n'a pas l'âge encore, donc je ne peux pas communiquer sur ça. Mais voilà, c'est deux facteurs à prendre en compte. Après, le cas extrême, là, actuellement, j'en ai pas en tête. Mais du coup, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que aujourd'hui, on retrouve des pollutions qui ont peut-être été émises il y a plusieurs décennies en arrière. Donc, les pollutions qu'on émet aujourd'hui, du coup, fatalement, seront retrouvées plusieurs décennies plus tard, en fait. Voilà. Oui, question. Donc, est-ce que vous avez pu analyser d'autres composés, comme par exemple les substances additives, comme ça s'est fait en Italie ou en Espagne, par exemple? Merci Serena pour ta question. Oui, les substances addictives font partie des polluants émergents. En fait, c'est un groupe qui se trouve à part. Donc, les substances addictives, ça va être la cocaïne, la morphine, THC, MDMA, LSD, tout ça. Donc, ce sont des molécules qu'on retrouve dans l'eau, mais souvent, ce genre d'études, en fait, ça n'a pas forcément pour vocation un objectif environnemental.
Donc, c'est vrai qu'on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que nous, on a fait un screening en fait, de 240 molécules. Donc, en fait, ce sont des molécules qui sont les plus couramment retrouvées en fait, dans les eaux souterraines. Donc, comme on ne savait pas ce qu'on allait retrouver, on a préféré miser sur un screening pour pouvoir avoir une idée globale de ce qu'il y a dans l'eau en fait. Par curiosité, tu sais, c'est la nicotine et aussi un addictif qui est un peu tracé aussi dans les eaux. Oui, du coup, la nicotine, alors nous, on va analyser son produit dérivé qui est la cotinine, mais du coup, ça, on l'a analysé parce que ça ne fait pas partie des substances, ça fait pas partie des drogues, en fait, ça fait partie des 240 molécules les plus souvent retrouvées. Du coup, on en a retrouvé sur les deux sites, en fait, au même titre que la caféine et les sucres de synthèse. Souvent, les trois sont ensemble. Alors moi, je voulais savoir où ont été faites les analyses que tu as présentées dans le cadre de ces études. Alors, donc, on a plusieurs laboratoires qui ont contribué à l'analyse pendant ces études. Donc, je ne les ai pas toutes présentées. Mais déjà, le laboratoire d'hydrogéologie de l'Université de Corse a analysé les éléments majeurs sur Bigoulia, ainsi que les isotopes stables de la molécule d'eau sur Bigoulia et sur l'Etchésine. Pour les éléments majeurs de l'Etchésine, et c'est le laboratoire italien avec nos collègues hydrogéologues qui ont fait des analyses. Ensuite, les éléments traces que je n'ai pas présentés sont analysés à Montpellier. Le tritium est analysé en Hongrie. Et les polluants émergents sont analysés dans un laboratoire en République tchèque. Bon, je crois que j'ai oublié personne. Ah non, j'ai oublié. En Allemagne, c'est l'Azote 15 qui est analysé aussi. Voilà. Je n'ai pas présenté. Enfin, j'ai évoqué. Oui. Est-ce qu'on sait si certaines molécules comme la caféine n'ont pas sur les organismes aquatiques? Alors, oui. Donc, pour les impacts sur les organismes aquatiques, c'est toujours pareil, ça va dépendre de la molécule à laquelle on s'intéresse. Mais pour la caféine, il y a une étude qui a montré que il n'y avait pas d'effet toxique néfaste sur le long terme pour les organismes aquatiques, mais il y a certaines autres molécules comme des pharmaceutiques qui présentent des effets toxiques, parfois légers, mais qu'on ne peut pas ignorer non plus en fait. Voilà. Fadel, j'avais une question peut-être. Oui, en termes de concentration, non? Moi, je ne comprends rien de tout ça. Mais, ma question, tout simplement, alors quand tu fais tes mesures, non? Tu traces, par exemple, si tu fais, toi, des mesures des eaux souterraines aussi autour à ta lagune, non? Et ensuite, tu fais aussi l'analyse de tes échantillons qui t'as pris à la lagune. Et est-ce que tu considères aussi, si c'est le cas, de la sortie de l'eau de la lagune aussi vers de la perte de la lagune vers la mer ou pas? Non, je ne considère pas les échanges entre la lagune et la mer. Ok. Et tu penses que ça, que la mer, par exemple, est-ce qu'il y a une perte? Tu penses qu'il y a une quantité des polluants? Oui, comme Ok. les eaux souterraines, la lagune et fatalement la mer communiquent ensemble, je pense qu'il y a, ça se retrouve aussi dans la mer. Après, je sais qu'il y a des études qui sont faites spécifiquement en milieu marin, donc, et qui retrouvent le même genre de polluants. Donc, nous, on ne l'a pas fait, mais je pense que si on l'avait fait, on aurait retrouvé la même chose, mais sûrement dans des concentrations moindres, parce qu'en fait, il y a des phénomènes de dilution du coup qui rentrent en compte. Et donc, ça aurait pas été en si grande quantité, mais je pense qu'au moins des traces, on les aurait retrouvées. Ouais. D'accord. Et également, une autre question, c'est comment est née du coup cette collaboration avec l'Italie et pourquoi ce choix, on va dire, bon, le choix de Bigou, il semble assez logique de par notre présence ici à Corté, mais pourquoi cette lagune spécifique de l'Etchésine? Alors, la collaboration avec l'Italie, elle est née durant un congrès en Corée du Sud, si je ne me trompe pas, avec alors c'était en amont de ma thèse, moi j'étais pas encore en thèse, hein,
Donc, ce sont mes directeurs de thèse qui étaient en congrès et qui ont rencontré des collègues hydrogéologues italiens. Et en fait, à l'époque, le labo d'hydrogéologie, donc le nôtre, travaillait sur Bigoulia donc depuis un certain temps. Et eux travaillaient en fait sur les l'éthiésine. Et c'est avéré que les l'éthiésine, et grossièrement, on peut dire que c'est la petite sœur de Bigoulia, donc par sa morphologie, par la profondeur en fait, de l'eau dans la lagune. Et du coup, voilà, la comparaison finalement, elle est venue assez rapidement dans la discussion. Et du coup, pourquoi on a choisi ces sites? Alors, Bigoulia, comme je le disais, il est étudié par le labo depuis plusieurs années. Et en fait, comme la lagune de Lecce-Isine, c'est une lagune qui est entièrement dépendante des eaux souterraines, il n'y a pas de réseau de surface. C'est dans un contexte géologique différent. C'est dans un contexte hydroclimatique différent. Donc, on s'est dit qu'en fait, ça pourrait être intéressant de les comparer et pour aussi transposer notre méthode de socio-hydrogéologie à un autre GDE méditerranéen, en fait. Voilà. Merci. J'aurais une dernière question. Un côté, on va dire, de ta recherche qui peut-être me touche plus de par ma formation en sciences humaines, c'est le côté sociologique, on va dire, que tu apportes à cette recherche très scientifique, on va dire. Et j'aimerais bien savoir comment s'est passée cette enquête, quelles ont été les difficultés, et enfin, comment les personnes sur place, les propriétaires d'ouvrages, Bigoulia, parce que les Chesines, du coup, il n'y en avait pas, comment ils ont accueilli, on va dire, cette enquête. Alors, ça, c'est une très très bonne question. Donc, pour le site de Bigoulia, donc comme je le disais, c'est un site qui a été suivi pendant longtemps. Donc, en fait, les propriétaires d'ouvrages que je suis allée voir pour leur soumettre le questionnaire, ils nous connaissaient déjà parce que des prélèvements avaient déjà été faits chez eux, ils avaient déjà eu des résultats qu'on leur avait communiqués. Donc, quand moi je suis venue pour prélever et pour leur proposer ce questionnaire, globalement, ça a très bien été accepté. J'ai eu très très peu de refus de personnes qui ne voulaient pas répondre à mon questionnaire. Et quand j'en avais, ils me laissaient quand même prélever de l'eau. Mais du coup, ça c'était un point limitant parce que quand sur une certaine zone, j'avais plusieurs personnes qui refusaient de répondre à mon enquête, j'étais obligée de trouver d'autres personnes avec un ouvrage pour prélever de l'eau et pour resoumettre mon questionnaire. Mais globalement, ça s'est très bien passé, ça a très bien été perçu. Après, dans les difficultés de cette méthodologie, je dirais, c'est que souvent on était soumis aux emplois du temps des personnes qu'on allait interroger en fait. Donc on devait s'adapter à leurs horaires, à leur disponibilité et c'est vrai que pour caler une campagne de terrain, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'elle s'était étalée dans le temps. On a fait 3 semaines de terrain, donc c'est un peu long. Mais sinon, voilà, ça s'est bien passé. Et c'est quelque chose qui a bien été perçu et les gens ont vraiment pris ça comme un échange en fait où nous, du côté scientifique, on leur apportait une information et eux en fait ils nous en apportaient une autre. Donc c'était vraiment plus une discussion qu'un questionnaire vraiment normé en fait. Voilà, c'était un échange de connaissances indispensable du coup comme on l'a vu à l'étude. Est-ce qu'on peut retrouver les données, les interprétations qui ont été faites pour la lagune de Bigoulia? Oui, alors tu veux dire de manière officielle? Oui, oui, oui. Oui, j'ai soumis récemment un article scientifique dans une revue qui s'appelle Science of the Total Environment, donc qui est en cours de révision, qui j'espère sera bientôt accepté. Donc comme ça, ce sera accessible à tous. Les résultats seront accessibles à tous. Si personne d'autre a une question, je te jure que c'est la dernière. Ah mais ça, je t'accorde cette dernière question. Alors, par rapport à tes poumons, tes molécules, ok, ils peuvent finir aussi dans le sédiment qui Oui. se dépose. Oui, oui. Est-ce que tu as mesuré aussi dans le sédiment? Non, je n'ai pas fait de mesure de sédiment. Je me suis juste arrêtée à l'eau souterraine, mais j'ai fait des recherches bibliographiques sur justement ces polluants qui s'archivent en fait dans le sédiment. D'accord. Donc, Parce qu'ensuite, s'il sort aussi dans ouais. la zone côtière et s'il redescend, on les trouve dans les sédiments sur les plages, ça peut aussi influencer donc, tous les sédiments qu'on a sur les plages et il y a des conséquences qui sont terribles. Oui, bah ça s'est remobilisé en fait en permanence, donc on les retrouve
on les retrouve quoi. Ok. Merci. Peut-être une dernière question. Allez. Alors, vous disiez que les Tchésines, l'environnement ressemblait énormément à l'environnement de Bigouille, enfin en termes environnementaux, mais par contre, à Bigouille, il y a une grosse présence humaine Oui. qui est absente à les Tchésines. Oui. Et je voudrais savoir si dans vos résultats, quel est l'impact, quelles sont les grandes différences en fait, de polluants entre les deux? Est-ce que du coup, on peut mesurer cette absence de vie humaine autre que l'agricole? Et quel impact ça a sur la biodiversité, en tout cas sur les polluants, et est-ce qu'ensuite on pourrait réfléchir à un impact de biodiversité entre les deux lieux? Ben justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les deux sites, on est dans des configurations différentes en termes de pression anthropique, parce que donc à Bigouille, on cumule la zone urbanisée, les zones industrielles, les zones agricoles, alors que sur les Tchésines, on est juste sur une zone agricole. Donc en fait, on se rend compte qu'on retrouve sur les deux sites les mêmes types de pollution. Donc les concentrations ne sont pas les mêmes, mais on a un impact avec les pesticides, un impact avec la présence humaine, donc pharmaceutique, caféine, etc., et un impact sur les nitrates. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a un site les deux sites sont classés réserve naturelle, et pourtant c'est deux sites qui sont impactés donc à des degrés différents, mais on retrouve le même impact, alors que c'est même pas le même contexte géologique. Donc c'est ça qui est intéressant de remarquer. Et après, sur les comparaisons au niveau de la biodiversité, etc., c'est pas des choses que j'ai encore eu le temps de mettre en place parce que du coup, les Tchésines, c'est tout frais, entre guillemets. Je commence à recevoir les analyses, donc en termes d'interprétation, je n'ai pas avancé jusque-là. Voilà. Peut-être pour rebondir sur cette question, et pour, on va dire, y répondre d'une certaine manière, il faudra justement peut-être attendre au vu justement de l'archivage des eaux, parce que peut-être que la différence entre Bigouille et les Tchésines sera d'autant plus importante dans 50 ans qu'on aura les eaux d'aujourd'hui. C'est possible, oui. Oui, tout à fait. Très bonne remarque. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va dire clore ce premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous qui, comme je le dis, n'est que le premier. Et il va en avoir 5 autres jusqu'à juillet. Notamment la semaine prochaine, nous accueillerons un doctorant, cette fois-ci du laboratoire LISA, Kevin Pedron, qui va nous parler du concept littéraire d'antimodernité. Voilà. Et encore une fois, merci à Elia Créole d'avoir accepté, d'avoir participé au rendez-vous.